si demain on part en hyperinflation, ce qui je pense est très fort probable, tout le monde va devoir sortir du système le plus vite possible. Donc il faut que l'infrastructure soit là pour accueillir ces gens-là. On va créer un programme de meet-up en France. En 24 heures, j'ai eu 35-40 demandes de personnes qui disent je vais lancer un meet-up dans ma communauté. Ce que j'ai fait moi, c'est simplement mis une étincelle dans un brasier qui était prêt à partir pour justement créer une sorte de maillage dans Bitcoin qui soit assez résilient pour que quand tout parte en couille, on ait assez d'infrastructures, de gens et de systèmes pour qu'on puisse onboard 1 milliard de personnes en très peu de temps. Salut Roxy, comment tu vas? Ça va très bien toi? La forme, c'est un énorme plaisir de t'avoir aujourd'hui à Lugano, en sachant que tu es assez occupé, tu es un petit peu sur tous tes projets avec Plan B à la conférence. Je pensais que c'était intéressant de t'avoir parce que toi, Roxy, tu es quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact dans la communauté Bitcoin francophone, notamment via ta chaîne YouTube Découvre Bitcoin et maintenant un peu plus à l'échelle internationale avec Giacomo, Plan B et toute l'équipe. Et je trouve que c'était important de t'avoir un peu de l'autre côté de la caméra, que tu sois un petit peu l'interviewé, tu as tellement été l'intervieweur. Et qu'on comprenne un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais maintenant avec Plan B. Moi, je me souviens à l'époque, quand je t'ai vu démarrer ta chaîne YouTube, je sais pas si c'était fin 2019 ou début 2020. C'était le premier jour de la folie du Covid. Le tout premier jour ou la première semaine, donc c'était vers le 26 mars, quelque chose, 25 mars de l'année Covid 2020. 2020. Et je me souviens que quand je t'ai vu pop-up sur YouTube et sur X, je me suis dit, il y a enfin en France un créateur de contenu qui est un petit peu Bitcoin only, axé sur la souveraineté individuelle, les tutos. À l'époque, je te voyais un petit peu comme l'équivalent français de BTC Session. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet qui pouvait paraître un petit peu fou en bear market, de te lancer à corps et âme dans une chaîne YouTube Bitcoin only, quoi. Ouais. Merci beaucoup, GG, Boule, pour m'avoir. C'est un plaisir de parler un petit peu du parcours. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la première fois. En plus, la première vidéo, c'était vraiment mon ancien téléphone un peu cassé sur un pied mauvais. Il n'y avait pas de lumière. J'ai refait 15 fois la première prise de bonjour et bienvenue dans le terrier de Bitcoin, je suis votre guide Roxy. J'étais trop sérieux. Première vraie vidéo, expérience YouTube. La lumière avait changé entre la première et la dernière prise. Il n'y a rien qui allait. Et pourquoi est-ce que je me suis mis ce challenge? Pourquoi j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube un peu comme ça, de façon très amateur au début, en essayant de professionnaliser? C'est parce que le Covid est arrivé et que ça faisait déjà un paquet d'années que j'étais dans Bitcoin, mais jamais dans l'éducation, plus dans la finance. Et mon passe-temps à cette époque-là, c'était d'enseigner pendant les week-ends ou peut-être à la fin, les fins de soirée, ou dans des lycées dans la région un peu du Nord-Pas-de-Calais, ou dans des groupes d'entrepreneurs, pareil, un peu dans le Nord. Donc c'était Bitcoin? C'était Bitcoin only. Alors peut-être que mes toutes premières présentations, j'étais pas encore très convaincu de mes convictions, mais ça a très vite été uniquement Bitcoin. Et c'était vraiment des cours débutants. C'est comme si je venais pendant 2-3 heures, 1h30, je parlais de Bitcoin à des gens qui n'y connaissaient absolument rien et je prenais un plaisir fou à juste enseigner Bitcoin, un peu comme finalement Andreas l'avait fait tant de fois avant et c'était un petit peu ma façon de rendre à la communauté francophone. C'était une échelle très locale et pas scalable et du coup c'était fun mais c'était vraiment un passe-temps, tu vois. Et à un moment le Covid arrive, bear market, et là je me dis putain, c'est le bordel, ça va être encore plus le bordel, ils vont imprimer comme des cochons parce que ça leur fait plaisir et que c'était qu'un prétexte. Et là, je me suis dit, si je continue à faire purement du trading et de la finance, je vais louper un cash. Il n'y a pas d'éducateur francophone qui, à mes yeux, faisait du contenu Bitcoin only de qualité. Il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas. La culture un petit peu Bitcoin only, Bitcoin maximaliste, c'est quelque chose qui est un petit peu arrivé en 2021. Ouais. Mais moi, je me souviens en 2018-2019, il y avait rien du tout. Alors moi, j'étais connecté sur les sphères un petit peu anglophones, donc j'arrivais à m'y retrouver. Mais pour le public français, c'était le désert de Gobi, quoi. C'est ça. Et en fait, moi, je faisais tout en anglais, évidemment. Et du coup, j'avais pas vu qu'il y avait ce trou. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé avec quelques personnes de mon entourage qui m'ont demandé des ressources. Et j'ai pas pu leur en donner. Parce qu'il y avait rien qui me
qui était assez bon pour que je sois confident. Moi, à l'époque, mes ressources, c'était les discours d'Andreas Antonopoulos, Exactement. traduits en français. Ouais. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, en fait, Covid arrive, changement de carrière, changement de métier, vas-y, je Donc, me tu mets... l'as direct vu comme un projet, genre, je vais me professionnaliser là-dedans, quoi. Ouais, en fait, ça faisait longtemps que je faisais ces cours, c'était sympa. Dans les trains, je travaillais des PowerPoint. Et là, c'était en mode l'excuse pour finalement dire, je me lance. Je pense que j'ai eu très 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 longtemps le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que ça faisait peut-être 1 an que je travaillais sur des slides d'un premier cours qui est aujourd'hui Bitcoin 102 et j'osais pas me lancer parce que je me sentais pas légitime ou quoi. Et à un moment, j'ai fait non mais là, il faut y aller. Dans tous les cas, on est tous enfermés. Il faut que ça soit accessible. Et mon gros facteur, c'était un, d'être bloqué chez moi et deux, le FOMO que le boulot rien reprenne et que les gens soient pas prêts, pas éduqués et qui n'aient pas cette porte d'entrée vers Bitcoin safe en fait. Et du coup, j'ai essayé d'aller le plus vite possible dans toutes les langues pour vraiment lancer la première formation en me disant comme ça, si le boulot revient, je pourrais dire à tout le monde, faites ça, suivez ce parcours. Et ça s'est passé comme ça. J'ai pas eu plus de views, mais le bootcamp est arrivé et au moins il y avait quelque chose. Très vite, les premières personnes m'ont repéré, Guy Swan dans la partie anglophone et à l'époque c'était Crypto Addict dans la partie francophone. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré John Onchain et les premiers hodlers. On a lancé l'entonnoir du Bitcoin. Et de là, je me suis dit, OK, mais en fait, il y a une traction, il y a un truc. J'ai tout de suite dit au début, je vais faire 3 mois, 4 mois, et après, je retournerai faire de la finance. Et l'accueil que m'a fait la communauté francophone était tellement forte que j'ai arrêté la chaîne espagnole pour me concentrer plus sur la française. Et après, j'ai même arrêté l'anglaise pour me concentrer uniquement sur la française. Et après 6 mois, 1 an, j'ai dit, bon, c'est tout. Je pars full time dans ça. Je découvre Bitcoin, ça devient la société mère que je vais lancer. Je vais embaucher Rachel et on va mettre toute mon énergie tous les jours là-dedans, quoi. Parce qu'il fallait. En plus, faut se rendre compte que quand tu démarres comme ça, créateur de contenu, en général, les gens ils disent sur YouTube, il faut 1 an, 2 ans avant de créer une communauté, trouver des sponsors. Et toi, ce qui est assez remarquable dans ton parcours, c'est que t'as vraiment, j'imagine que t'as été contacté par des entreprises peut-être qui étaient un petit peu crypto, gambling, des choses qui ne fitaient pas forcément avec l'ADN que t'avais. Et je crois que les 2 premières années, quasiment, t'avais pas de sponsor. Donc t'as quand même tenu dans les tranchées à dire je reste sur cette ligne éditoriale et je vais pas m'ouvrir au gambling et à la crypto et à toutes ces choses de dégène, quoi. Déjà, l'éthos de découvre Bitcoin, ça a été et c'est toujours aujourd'hui Bitcoin only, open source, souveraineté, privacy. Donc ça a jamais changé, ça a été instauré à la base. Et en effet, on n'a jamais eu de sponsor. Alors il y a eu quelques périodes quand même de battement. Assez vite, le Cercle du Coin m'avait contacté et j'avais fait une première un peu collaboration. Donc ils sponsorisaient pas du tout Découvre Bitcoin, mais je faisais des vidéos un peu en freelance pour eux. Et j'en ai fait des super, je passais énormément de temps, beaucoup trop d'ailleurs par rapport à ce que j'étais payé pour eux finalement. Et ça s'est très mal passé parce qu'en fait c'était trop bitcoiner maximaliste. C'est un peu comme ça que je le prends. Ça allait pas très bien avec leur ligne éditoriale. Et un jour, il y a eu des clashs quelconques, parce que c'était à l'époque, et ils ont retiré mes vidéos de leur chaîne. Et ça a été un coup. Et en fait, ça m'a tout de suite mis une cicatrice après 1 an et demi en disant, en fait, je ne vendrai plus mon travail. Genre, si c'est pas open source, en libre service, en licence libre, j'accepterai pas. Et je ne travaillerai que pour moi, parce que finalement, c'était une perte de vidéos incroyable, tu vois. C'est très couillu de ta part parce que dans ce sens-là, enfin, c'est des projets où tu te dis, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui vont avoir des appétences à investir sur un mec comme toi, quoi. Et surtout que je venais de commencer, je faisais du 300 vues, eux ils étaient à 50 000 abonnés alors que j'en avais 600. Ça m'a ouvert d'autres portes, hein, et j'étais très content de collaborer avec eux à l'époque. Mais après 10-15 vidéos, on a arrêté. Et depuis, aucun sponsor. Il n'y a jamais eu du Premium en bas à droite, même si on avait essayé ou on avait réfléchi. StakingSat, pareil. Beaucoup de gens le savent, je suis actionnaire chez eux. J'ai essayé de faire des vidéos pour eux également. Là, j'ai fait des mini coab, mais vraiment, Découvre Bitcoin n'a pas de sponsor et il n'en a jamais eu. Et aujourd'hui, Plan B Network, c'est un peu différent. On va dire, c'est l'évolution de la boîte. On va y venir. On va juste terminer sur Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, en France, on a un écosystème de meet-up
qui est incroyable. J'avais essayé de les recenser. Je crois que sur la map, sur la carte que tu as fait, il y a une 50aine de meet-up en France. Et j'ai l'impression que c'est quand même toi qui as tenu un peu la barre là-dessus pendant un certain temps et même encore un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer là-dedans et comment ça s'est matérialisé un petit peu? Parce que moi, à l'époque, j'avais suivi un petit peu ça de loin. J'habitais en Colombie, tout ça. J'aimerais bien avoir un petit peu ton retour d'expérience là-dessus parce que le travail qui a été fait est incroyable. Parce que genre, je me souviens quand j'étais arrivé au Bitcoin Economic Forum, j'avais vu des personnes de tout âge, des personnes d'une 60aine d'années. Et à chaque fois, ils me disaient ah bah on est au meet-up, c'est Roxy, machin. Et j'étais là ah ouais, il a fait un boulot qui est incroyable parce que ça a ouvert un petit peu Bitcoin à une catégorie de personnes qui sont peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux et qui valuent un petit peu plus le contact humain. Et donc super boulot. Et j'aimerais savoir un petit peu toi comment tu as vécu ça de l'intérieur. Ouais, le projet ambassadeur, c'est comme ça qu'on l'appelait au début. C'est sûrement un des plus gros succès de DB. Il y en a eu plusieurs, mais en fait, c'est un peu la suite logique de ce que je voulais. C'était allier cette communauté Bitcoin Maxi, la faire grossir et la faire se développer, un peu comme je voyais les Allemands faire. Et à travers Découvre Bitcoin, il y a plein de gens qui se sont mis à me rejoindre pour créer du contenu pédagogique. On a eu Loïc avec son cours sur la crypto, on avait eu Pivic avec des trucs d'achat en pair à pair. Théo aussi. Théo également avec l'économie autrichienne, Fanis avec Lightning. Donc en fait, d'un coup, il y a plein d'éducateurs Bitcoin qui se sont réveillés, qui ont dit mais en fait, let's go, on va créer du contenu parce qu'en effet, tu nous motives à le faire, entre guillemets. Hein. Et puis, t'avais l'infrastructure, t'avais déjà un petit peu de matos, t'avais la chaîne. C'est ça, et puis la vidéo de Théo, c'était en mode, Théo, vas-y, viens, on fait un cours sur l'économie autrichienne, on lance un podcast, enfin, on lance une série. Fanny, c'était en mode, je l'ai, prends-le. Donc, naturellement, j'ai vu qu'en fait, les gens voulaient contribuer à quelque chose de plus grand. Ils voulaient pas nécessairement recommencer de zéro. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite, du coup, il y a plein de podcasts qui se sont lancés. Enigma, t'avais Parlons Bitcoin, etc. Donc d'un coup, c'était plus que moi en Bitcoin maximaliste, mais plein de gens qui sortaient. O2 Bitcoin qui s'est lancé un petit peu Bitcoin, après aussi. Exactement, un peu plus tard. Mais en fait, il y a plein de gens d'un coup qui se sont dit, mais en fait, c'est vrai que je suis pas tout seul. Il y a une communauté francophone. Let's go, on crée du contenu parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Donc ça, c'est vraiment le contenu un peu digital. Et ensuite, un jour, j'étais à Riga et je parlais avec quelqu'un qui s'appelle Dirt Gigi. Et Dirt Gigi, il avait lancé plein de meet-up en Allemagne. Ils ont historiquement un tissu de meet-up qui est incroyable. Exactement. Ouais. Et c'est un peu Dirt Gigi qui avait lancé ça à l'époque. Et donc, il m'a expliqué que pour le lancer, il avait simplement dit à sa communauté, à travers le plus gros podcast, Anders Venzik, de vraiment se bouger. Tout simplement. Bougez-vous. Hein. C'est pas compliqué. On va tous, le premier mercredi du mois, dans un bar. Chaque ville a un bar. On met un message commun, comme ça tous les bitcoiners qui ne se connaissent pas encore dans la ville savent qu'ils doivent aller dans ce bar-là, et c'est les réseaux qui le partagent. Et ensuite, vous vous organisez en tant que ville, avec un Telegram par ville, et vous gérez un meet-up. Et le plus important là-dedans, c'est la consistance. Vous devez retourner dans ce meet-up, dans ce bar, tous les mois, pour vraiment créer ce noyau communautaire. Et je regarde les gars, je me dis, putain, mais ça c'est une idée de génie, enfin, il faut le faire, il n'y a rien. Et donc là, je dis, ok, go. Je crée des slides en 2 heures, projet ambassadeur, je me filme, vidéo YouTube. Alors, pour les gens qui te connaissent pas, toi, Roxy, t'es quelqu'un, quand tu te mets à un projet, c'est pas pour le lendemain, quoi. C'est vraiment tout de suite, on attaque et on y va, quoi. Ah bah ouais, non, parce qu'en fait, si on commence à planifier, on fait rien. Hein, déjà, on est en guerre face au système traditionnel. On peut pas se permettre d'aller par 4 chemins. Enfin, on doit y aller par 4 chemins, mais il faut y aller d'un coup, quoi. Et du coup, tout de suite, je mets une vidéo et je dis, communauté française, on va créer un programme de meet-up en France. Voici ce que j'ai appris. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Et dans un mois, tout le monde se rejoint dans un bar, dans chaque ville. Et en 24 heures, j'ai eu, je pense, 35, 40 demandes de personnes qui disent « Je vais lancer un meet-up dans ma communauté ». On a essayé, donc là on surfait sur le feu parce qu'évidemment il fallait coordonner tout le monde. Est-ce que c'était des shitcoiners, pas des shitcoiners? Est-ce qu'ils étaient legit? C'était quoi notre responsabilité là-dedans, tu vois? Et en fait, simplement, ils ont créé leur groupe Telegram. On a fourni un template pour avoir des logos. Et après, on a communiqué à fond sur les réseaux. Bitcoin.fr m'ont aidé. Et ça s'est lancé. Et en fait, ça a pris d'un coup. Ce que j'ai fait, moi, c'est simplement mis une étincelle dans un brasier qui était prêt à partir.
Il y avait plein de brindilles, il y avait plein de bitcoiners qui voulaient parler, qui étaient là, qui étaient passionnés, qui voyaient la communauté anglophone grossir, mais qui n'avaient rien en France. Et ils attendaient qu'une chose, c'est qu'on les pousse. Et là, tout ce que j'ai fait, c'était les pousser, en fait. Et leur dire, bah, allez-y, go, on y va. Première fois, il y a eu 40 meet-up. Deuxième fois, 60. Après, il y en a eu plus ou moins en fonction des bull runs. Il y a des gens, ils étaient que 2 au bar. Il y en a qui étaient tout seuls. À nous, à Poitiers, on en a fait 4-5, on était 2. Et là, le dernier, on était 7, tu vois. Voilà. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de connexions qui se sont faites. De gens qui ont lancé des projets ensemble ensuite. Absolument. Et par exemple, moi, au dernier meet-up à Poitiers, il y a un gars qui travaille dans ma salle de sport que je croise pratiquement tous les jours, avec qui je suis ami presque. Et je savais pas qu'il était bitcoiner. Il s'est pointé au meet-up. Donc les relations se font, et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont découlé de ces rencontres en personne, quoi. Ouais, en fait, c'était vraiment juste pousser tout le monde, et tout le monde s'est mis au jeu. Donc en fait, ça a marché parce que tout le monde avait envie. La première fois, il y a vraiment des gens, ils étaient tout seuls, ils ont attendu au bar 4 heures. Mais bon, bah, en fait, on ne pouvait pas cartographier les bitcoiners. On n'est pas Ledger, en fait. Donc, on peut pas juste donner au gouvernement les informations avec un leak. Donc, concrètement, qui sont les bitcoiners de votre région? Aucun moyen de le savoir. Donc, bah, forcément, les gens se sont retrouvés tout seuls au bar. Par contre, maintenant, c'est bon. On sait qu'il y a des meet-up dans quasiment 70 villes. C'est organisé, il y a des groupes Telegram. Les meet-up, au début, c'était le premier mercredi du mois pour que ça soit simple. Après, des meet-ups se sont dit, bah nous, c'était pas pratique, donc on va le faire le deuxième mercredi du mois, etc. Des meet-ups se sont alliés. Lens a arrêté parce qu'il était trop petit, et Valenciennes aussi, de mémoire, je pense, et tout le monde est venu à Lille. Et ensuite, Lille, c'est devenu une association. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses communautés francophones, extrêmement impliquée. Prophet du Stream, qui est un contributeur et qui est là avec nous aujourd'hui. Et en fait, je pense que tu as raison, c'est que ça a permis aux gens de se rencontrer, ça a permis à tout le monde de se dire, on n'est pas tout seul. On est peut-être 100, 300 bitcoiners maxi en France, peut-être plus aujourd'hui, et on peut se mettre ensemble. Et ensuite, il y a un deuxième événement qui est venu consolidifier tout ça de façon énorme, c'est le BEF. C'est le BEF, c'est Bitcoin Economic Forum. Entre-temps, de mon côté, très vite, en fait, j'ai mis Agelex, que vous connaissez peut-être avec ses parcours au Salvador, qui est pas mon co-associé, hein, aujourd'hui, c'est celui avec qui on crée énormément de choses. Agelex a immédiatement pris le relais sur les ambassadeurs, à communiquer beaucoup avec eux, à essayer de pas les manager, mais les guider au lancement, essayer de savoir comment ça marchait, prendre des feedbacks et vraiment pousser. Et quand on a vu que ça commençait à tourner, la chose qu'on a fait avec Alex, c'est qu'on a décidé que des coups de Bitcoin se retiraient des meet-ups. Donc on l'a vraiment vu comme on pousse les gens, on allume le feu. Maintenant, c'est chaque meet-up indépendant. Coordonnez-vous entre vous. Ça vit très bien indépendant. Hein, et ça vit très bien. Et en fait, c'est ça qu'il fallait, parce que si tu essaies de les contrôler, si tu essaies d'avoir une ligne directrice, alors on en a une petite, hein, c'est pas cheap. Enfin, on essaie de pas parler de crypto, de se focaliser sur Bitcoin. On est tolérant envers les nouveaux. On évite de chiller tous les produits qui peuvent exister. On essaie d'être cordial, etc. Mais il n'y a pas de tampon, en fait. Vous pouvez créer votre meet-up demain. Voilà, c'est des règles de bon sens. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est j'ai pu voir à travers l'Europe que tous les pays ont lancé cette même initiative, parce qu'en fait, Lunaticon, qui est mon pote podcasteur espagnol, qui est en gros l'équivalent du BTC Session et donc de moi, mais espagnol, a fait la même chose au même moment. Il a créé 2140, donc 2140. Et lui, pareil, il est maintenant à 80 meet-up espagnols et latinos à travers le monde. Et eux, ils sont également très décentralisés. Par contre, en Italie, 21, donc Spence Uno, eux sont ultra centralisés avec une personne. Et ça... C'est qui? C'est Ricky? Non, justement, Ricky est de l'autre côté, c'est une autre personne, j'oublie toujours son nom. Ricky doit avoir la flemme d'organiser ça, ouais, il voilà. se concentre sur son podcast. Et Ricky, il est comme moi, tu vois. Enfin, lui, il est en mode, mais on n'a pas besoin de contrôler autant. Alors que la personne qui contrôle ses meet-up... c'est un grand libertarien, donc voilà. Lui, il voudrait pas prendre le lead là-dessus. Hein. Alors, et du coup, en Italie, il y a eu une guerre civile des podcasts, des meet-up, en fait. Parce que tu avais ceux qui étaient brandés, l'équivalent donc de 21 en italien, et ceux qui ne voulaient plus se brander comme ça parce qu'ils voulaient pouvoir être un peu plus libres. Et du coup, c'était de la géopolitique, de la guerre interne, et c'était le bordel. Et à un moment, tu voyais un peu les pays en Europe qui se centralisaient beaucoup, ceux qui se décentralisaient beaucoup sur les meet-up. Et c'était super intéressant. Et du coup, je pense que les Espagnols, les Allemands, les Français, on a fait le bon choix en disant à tout le monde, écoutez, soyez libres. Par contre, il y aura du proof of work. Et si votre meet-up, il chill toujours un projet, si votre meet-up, il part dans les cryptos, les scams et tout le bazar, naturellement, en fait, il va se faire rayer un petit peu de la map.
Donc c'est un petit peu open source. C'est open source, organique, et ça permet qu'il y en ait des nouveaux qui se créent, des anciens qui se ferment. Et après, ceux qui sont les meilleurs, on essaie de les soutenir à toutes les échelles possibles. Et ça, c'est vraiment, je pense, la vision de l'indépendance des meet-up. Et ça a clairement marché. Et donc, on peut peut-être revenir sur l'événement. Un autre chose qui a fait un peu basculer, outre notre départ de ça, c'est le BEF. En fait, le BEF, ça a été une claque. La meilleure conférence française. Ça a été une claque, le BEF. C'est une conférence très différente de surfing ou ce qu'on aurait pu voir ailleurs. C'était quoi, la première édition? 150 personnes, 130 personnes réunies en haut d'un petit mont en Bretagne, dans une grange avec tente. Templier, quoi. C'était vraiment c'est un peu sectaire, mais c'est ça que les gens recherchent aussi un peu, quoi. C'était la famille. Vraiment, c'était se retrouver avec la famille. Un peu une on-conference, donc une non-conférence, quelques talks, mais pas trop, beaucoup de discussions. Et c'était la fête, en fait. C'était 3 jours vraiment de networking, team building à une échelle francophone maximaliste. Et ça a permis, en fait, à toutes ces leaders de communauté, comme on les appelle, entre guillemets, donc tous ceux qui se bougent vraiment le cul tous les matins pour que ça vive, ils se rencontrent. Et en fait, il y a une ébullition. Ils ont dit, OK, mais il faut qu'on soit plus organisé. OK, on va créer un chan avec un groupe Telegram avec tous les leaders de Meetup. On va essayer d'organiser des différents events. Et donc, le BEF, ça a permis ensuite qu'il y ait le Beyond Lee. Aujourd'hui, t'as Science qui veut faire un truc à Marseille, t'as les Lillois qui font un truc de leur côté. Et en fait, ça a permis à faire. Je pense que la communauté a compris que c'est bon. On était un groupe soudé, mais autonome. Et ça a été vraiment incroyable. Super, super. Et donc, tu vas enchaîner avec une interview avec Marius et peut-être tu auras plus le temps d'en discuter, mais j'aimerais quand même qu'on essaye de comprendre parce que là, t'es passé à une nouvelle échelle avec Plan B. Là, t'es vraiment sur l'échelle internationale. Tu travailles avec notre ami Giacomo Zucco, italien. Vous avez trouvé des financements, notamment à Tether, donc vous avez une infrastructure qui est incroyable. Vous avez, je crois, une quinzaine de salariés, si je me trompe pas. À peu près. Donc là, maintenant, vous êtes sur de l'orange peeling, c'est l'artillerie lourde. D'ailleurs, votre site est totalement open source. Tout ce qui est fait est open source. Donc c'est top le travail qui est fait. Je vous invite tous à aller voir ce qui se passe sur leur site internet et à suivre les projets un petit peu. Mais j'aimerais quand même un petit peu revenir sur comment ça s'est concrétisé. Est-ce que c'est les mecs de Tether qui sont venus te voir? Est-ce que c'est toi qui as rencontré Giacomo? Ça s'est matérialisé un peu comment, tout ça? Et après, tu pourras nous expliquer concrètement ce que vous faites bien sûr. Tu m'aurais demandé il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, si on était là. Oh là là, jamais, Pélo. Jamais. Franchement, on était en train de galérer au Salvador avec le gouvernement. Alors on galère toujours là-bas. Enfin, c'est super ce qu'on fait, mais tu vois, on était un peu partout. On essayait de commencer à grossir. On n'avait pas d'argent. On n'avait que les Patreons, toujours. On essayait de lancer la Takai. Donc, on était vraiment très start-up franco-française. Et là, aujourd'hui, j'avoue que je suis assez un peu bluffé par le travail de l'équipe et ce qui se passe. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué. J'arrivais au bout des ressources de Découvre Bitcoin. À la base, comme je l'ai dit, je m'étais mis comme objectif d'avoir 3-6 mois. Et après, je verrai. Après 6 mois, j'ai dit on continue, on fait 1 an. Et là, ça faisait plus de 3 ans et demi, 4 ans, en fait. Et après 3 ans et demi, 4 ans, à clairement prendre que sur toi, pas te mettre de salaire, t'arrivais un petit peu au bout de tout ce que j'aurais pu faire. Et donc, il fallait que j'aille à l'international, parce qu'il y avait également, je pense, un cap sur la France, juste parce que on est un monde beaucoup plus frileux, régulé, crypto. Et donc, dans tous les cas, moi, j'ai toujours voulu aller à l'international, et avec les chaînes anglaises et espagnoles. À ce moment-là, on s'est dit, OK, on donne le tout pour le tout, on fait all-in. On y va. On n'arrête pas d'aider, on fonce. Des gens nous ont suivis. Alex, Lounès, Muriel, Asio. Toujours personne n'est payé, bien sûr. Et là, on a lancé la Sovereign University, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, on a vraiment essayé de développer la plateforme de e-learning vers une autre échelle, full anglais, full international, etc. Mais en même temps, moi, mon taf, c'était de trouver de l'argent et de réussir à faire qu'on puisse embaucher et qu'on puisse tourner. Et à ce moment-là, en fait, en faisant mes roadshows, en allant parler à tout le monde, j'ai rencontré 2 personnes assez importantes, Oleg de Fulgur Venture et Giacomo. Et en fait, en parallèle de moi qui essayais de créer cette université mondiale, open source, éducatif, avec des initiatives locales dans les lycées au Salvador,
etc. Giacomo, lui, il avait été missionné par Tether, donc l'USDT, hein, et Fulgur Venture, qui est un fonds d'investissement Lightning, qui vient de récemment d'investir une certaine somme dans Blockstream, de faire de l'éducation. Et eux, ils savaient pas faire. Et ils voulaient faire de l'éducation Bitcoin only. Et du coup, ils ont demandé à Giacomo de trouver une stratégie et de prendre ça. Pour contextualiser, il faut qu'on comprenne bien, USDT, c'est une machine Afrique. On le sait avec l'argent qu'ils génèrent, je crois que c'est de l'ordre de 10 milliards par an. Ouais, là, je pense qu'ils font à peu près 4 milliards en 3 mois. C'est ça, ouais. Et donc, ce qui est assez intéressant là avec Tether, c'est que la core team, c'est quand même des bitcoiners maxi. Hein. C'est des gens qui ont compris Bitcoin, contrairement à un petit peu tous les autres stablecoins. Donc eux, j'ai l'impression qu'ils utilisent une partie de leurs bénéfices pour investir un petit peu dans du mécénat, pour propager un petit peu les idées de Bitcoin au sens noble. Ouais, exactement. En fait, Tether, on va le faire très simple. Ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont créé le dollar du marché international. Et du coup, un jour, Tether va être arrêté parce que j'ai jamais cru en Tether personnellement. Hein. J'ai toujours dit à tout le monde dans les vidéos de pas y aller. Et en fait, ils sont toujours là et ils font des milliards. Ça, on peut pas le nier. J'ai beau l'avoir refuté pendant 5-6 ans, je prenais pas trop le feu de Tether. Je me suis jamais dit que ça allait détruire Bitcoin, tu vois. Mais je m'étais toujours dit, ça va planter, ça va planter. Et en fait, ils n'ont jamais planté. Et en fait, ils ont compris qu'ils devaient avoir une infrastructure ultra résiliente. Et je pense qu'ils voient dans Bitcoin ça. Ils voient dans Bitcoin quelque chose qui ne peut pas être arrêté, qui est complètement décentralisé. Et du coup, si tu paries sur Bitcoin, tu paries sur quelque chose qu'aucun gouvernement peut arrêter. Et eux, ils font leur argent tant qu'ils ne sont pas arrêtés, entre guillemets. Tu vois, si vraiment on doit le faire très très large. Et du coup, Tether, à travers Bitfinex à l'époque, mais surtout Tether, ont investi énormément dans RGB pour pouvoir rendre Bitcoin plus flexible, dans le Lightning Network, etc. Et du coup, ils ont vraiment une mentalité open source, peer-to-peer, de résilience. Et du coup, même si clairement, c'est un casino géant, hein, on va pas se mentir, leur division Bitcoin a des valeurs assez fortes. Paolo comprend très bien Bitcoin. Il aura des avis différents avec certaines parties du protocole, mais dans l'idée, ils veulent soutenir Bitcoin. Et Fulgur Venture, de son côté, est un VC, un fonds d'investissement Lightning, qui a investi dans énormément de sociétés Lightning et qui croit en Bitcoin, en RGB et qui a soutenu énormément l'éducation depuis des années. Donc c'est vraiment des gens qui ont une vraie vocation à aider Bitcoin et en effet, du coup, ils utilisent leur profit pour investir dans des startups Bitcoin, des projets Bitcoin et donc dans l'éducation Bitcoin. Et en même temps, ils ont un intérêt à développer Bitcoin parce que Tether met beaucoup de trésors en Bitcoin. Donc ils ont aujourd'hui 80 000 Bitcoins de mémoire. Donc forcément, comme tout le monde, et je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai jamais faite, on a tous un intérêt à ce que Bitcoin soit plus gros. Donc quand tu as 80 000 Bitcoins, tu vas essayer de faire que le monde comprenne ce que c'est Bitcoin et tu vas faire de l'éducation. Donc aujourd'hui, quand même ils essaient de se développer, c'est nous qui allons intervenir pour essayer de faire de l'éducation pour que les gens comprennent pourquoi il faut. Donc ça, c'est vraiment, je pense, leur valeur et c'est pour ça que j'ai accepté, outre qu'à un moment on n'avait pas 36 options. Mais en fait, Giacomo, du coup, avait été missionné pour faire quelque chose. Moi, j'ai rencontré Giacomo et je lui ai dit, moi, je fais ça. Il a dit, mais c'est incroyable. On a extrêmement bien matché. On est extrêmement fusionnel avec Giacomo. Et en fait, je l'avais abordé en 2017 pour créer une boîte et il y avait pas, évidemment, j'étais encore moins que rien. Et là, tout de suite, en fait, il a vu ma vision et il a compris que ce que je voulais faire, c'était ce qu'il avait essayé de faire en 2014 et qu'il n'avait pas réussi. Et il a dit, mais en fait, c'est super. Je vais essayer de faire que ça soit ta boîte qui devienne la société éducative de ce que eux ils veulent. Et ça, c'était l'année dernière à Prague. On a beaucoup parlé, on a essayé de développer la stratégie, tous les trucs. Et finalement, en octobre dernier, donc il y a exactement un an, on a annoncé Plan B Network, plein d'emmerdes entre deux. Et ensuite, on a officialisé les trucs. Et donc, ça fait à peu près 6 mois, 8 mois que Plan B Network existe. Et donc, c'est une joint venture entre Découvre Bitcoin, Tether et Fulgur pour essayer de créer la meilleure alternative. Enfin, j'appelle ça le Bitcoin Educational Layer, mais en gros, c'est une université mondiale sur Bitcoin, 100% gratuite et open source dans toutes les langues. Et donc, c'est un GitHub avec toutes les ressources Bitcoin qui vont être créées, curated, améliorées, filtrées, traduites dans toutes les langues pour le distribuer au plus grand monde. Et donc ça, c'est vraiment une plateforme de e-learning
éducatif, qui est donc finalement la suite de la Sovereign University, qui est la suite du WordPress de Découvre Bitcoin, qui est la suite du premier LMS de Découvre Bitcoin, qui est la suite de la première chaîne YouTube qui est Découvre Bitcoin, qui est la suite de la première formation, qui est la suite de la première vidéo. Du coup, tout, en gros, était déjà pensé quand j'ai fait la première vidéo. Ouais. Et donc là, je pense que tu reviendras là-dessus avec Marius, on pourra amener à sa vidéo également. Quels sont les projets du moment avec Plan B? Tu viens juste d'annoncer un partenariat avec une université à Taïwan, un partenariat avec Acer. Alors moi, quand je vois Plan B, je vois plein de projets qui se passent partout à l'échelle internationale. Est-ce que tu peux nous faire en 5-10 minutes un petit peu le résumé de qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, en plus de la plateforme et de tout le contenu éducatif? Bien sûr. Ouais, ça c'est les nouveaux, donc il faudra le temps qu'on les mette en place. Hein. Mais en fait, Plan B Network, c'est vraiment on pourrait l'appeler comme un incubateur global Bitcoin. Donc en fait, on va créer des cours, on va accompagner des éducateurs, on va créer plus de contenu, on va créer des séminaires. Donc là, on a créé un séminaire de 2 jours sur le mining. On a fait venir des profs à l'université ici de Suzhou, l'université technique de Lugano. Donc en fait, concrètement, ce que nous on va faire, c'est qu'à chaque fois que des gens veulent travailler dans Bitcoin, créer des projets, faire de l'éducation, développer des expertises, nous, on peut essayer de répondre en disant « Ok, on va faire un truc avec toi, que ça soit du coup créer un cours autour de ton produit, de ta boîte, créer un cours sur une spécificité, te permettre de contribuer, te donner du contenu pour que tu puisses étendre ta communauté localement, etc. » Du coup, on a des partenariats avec les universités, parce que les universités ne savent pas faire de l'éducation Bitcoin, et tandis que nous, on a une expertise là-dedans, et on a des profs qu'on peut déployer sur place. Un éducateur qui ne veut pas se sentir seul, on va lui expliquer comment fonctionne notre GitHub, et il va pouvoir mettre son cours sur une plateforme avec déjà des milliers d'étudiants qui vont pouvoir absorber son contenu. On a également des bâtiments physiques, comme dans celui où on est là, qui appartiennent à nos partenaires, Tether et Fulgur. Merci de nous accueillir d'ailleurs. Pas de souci. Donc Tether et Fulgur investissent dans de l'immobilier, parce que c'est des fonds d'investissement qui du coup diversifient. Donc ils ont des startups, de l'immobilier, des propriétés intellectuelles, etc. Et du coup, ces hubs physiques, nous on a pour mission, pour devoir, pour passion, de les transformer en hub Bitcoin, de faire des cours, des séminaires, de mettre des chercheurs dedans, d'essayer de les animer pour que ça devienne des hubs Bitcoin pour les startups, etc. Donc c'est vraiment un incubateur, Plan B, qui est du coup désormais, on essaie du moins d'être à un maximum d'échelle dans le parcours d'un Bitcoiner. Du moment où tu prends la première pilule, tu fais tes premiers cours, tu obtiens tes premiers wallets, on essaie de te guider à travers des cours, des formations gratuites, jusqu'à ce que d'un coup tu te dis « Ok, j'ai envie d'aller à une conférence, Plan B Network, Plan B Lugano, une conférence ici, Plan B Salvador en janvier », jusqu'à ce que d'un coup tu te dis « Bon, en fait, j'ai envie de faire un cours physique pour rencontrer des profs et des étudiants, la Summer School », à « En fait, moi, j'ai envie de faire des hackathons qu'on va organiser », jusqu'à du coup, je vais pitcher devant des VC pour avoir mes premières levées de fonds, pour pouvoir créer ma startup, pour que je puisse avoir un bureau ici et travailler à fond, pour essayer de changer Bitcoin. Donc à toutes les échelles, on essaie de pouvoir répondre aux besoins des Bitcoiners de façon transparente et scalable à travers le monde pour justement créer une sorte de maillage dans Bitcoin qui soit assez résilient pour que quand tout parte en couille et qu'il commence à faire n'importe quoi, on ait assez d'infrastructures, de gens et de systèmes pour qu'on puisse onboard 1 milliard de personnes en très peu de temps. Le plus rapidement possible, en sachant que c'est vrai que ces sujets d'éducation, ils sont super importants parce qu'on dit souvent, pour être vraiment un bitcoiner, il faut y passer 100 heures, 1000 heures. Et c'est vrai que, nous, on est rentré peut-être un petit peu avant. Alors, certains sont rentrés plutôt sur l'axe politique, certains sont rentrés plutôt sur l'axe financier. Il y en a d'autres qui sont rentrés plutôt sur l'axe nouvelles technologies, coding, cypherpunk, tous ces sujets-là. Mais on se rend pas compte que la personne normale, il faut tout reprendre à zéro, en fait. Et c'est pour ça que nous, avec Bull Bitcoin, on a investi beaucoup dans l'éducation. On a Pablo qui est basé au Québec, qui lui a designé des workshops qui peuvent un petit peu aider des personnes de 6 à 80 ans pour comprendre Bitcoin de manière très, très vulgarisée. Et c'est vrai que nous, souvent, en tant que Bitcoiners qui avons le nez dans le guidon, on va commencer direct à parler de sujets hyper profonds et hyper complexes, mais l'humain moyen, il faut vraiment reprendre à zéro. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, parfois, on n'est pas forcément les meilleurs pour donner la pilule orange, tu vois ce que je veux dire ?
Ça demande un travail, quoi. En plus, exactement. Et en plus, chaque personne est différente et chaque niveau d'éducation est différent. Donc, en fait, si demain, on part en hyperinflation, ce qui, je pense, est très fort probable, tout le monde va devoir sortir du système le plus vite possible ou de façon un peu logique. Donc, il faut que l'infrastructure soit là pour accueillir ces gens-là. Et infrastructure, on parle d'échanges comme Bull Bitcoin, on parle de wallets qui sont vraiment non custodiales, on parle de former à la fois les régulateurs pour pas qu'ils paniquent ce jour-là, avoir des lois qui permettent cette sortie, ce qui n'est pas du tout le cas forcément aujourd'hui, mais également l'éducation, que d'un coup il y ait des programmes, que d'un coup les meet-up puissent dire urgence, on fait un meet-up pour expliquer à tout le monde. Et c'est nos meet-up qui aujourd'hui sont passés de 7 à peut-être 30 personnes ou quoi, ou donc 2 à 7, bah en fait, au moment où ça va partir en bull run ou en hyperinflation, qui sont deux événements peut-être corrélés ou pas, on va se retrouver à 100, 200 par meet-up. On va avoir énormément de personnes qui vont vouloir être formées. Et il faut qu'on arrive à avoir assez d'éducateurs qui ont assez de ressources pédagogiques distribuables et faciles à digester pour que, en fait, vous preniez le relais. Et de la même façon que j'ai, pas personnellement, mais que aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu francophone qui se crée avec votre podcast, avec O2Bitcoin, etc. Ça fait que j'ai plus besoin de le faire. De la même façon qu'on a réussi à créer 75 communautés Bitcoin et que j'ai plus besoin de créer un meet-up, il faut que vous tous, un jour, vous deveniez prof Bitcoin. Et qu'on utilise les outils. Mais d'ailleurs, moi, j'avais fait une vidéo éducative pour la chaîne Bull Bitcoin au Canada. Et j'avais demandé à Loïc, est-ce que je peux utiliser ton article sur Plan B, t'inquiète, je te ferai une dédicace dedans. Il m'a dit, mais mec, c'est open source, genre utilise-le, vas-y, c'est fait pour ça en fait. En fait, je pense que les gens peuvent vraiment utiliser ce que vous faites et vraiment s'appuyer dessus pour essayer de faire avancer le schmilblick, quoi. C'est fait pour vous et il y a même une section dans le site qui s'appelle Bitcoin Educational Toolkit, traduit en français par sûrement Kit éducatif Bitcoin, où c'est des paquets prêts à être distribués. Parce que vraiment, je pense vraiment que ce qu'on va devoir faire, c'est que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui suivent un peu des cours Bitcoin, un jour vont devoir se dire, bon bah, je vais contacter mon université, mon école, l'école primaire, la mairie, et je vais dire, écoutez, je peux venir parler de Bitcoin à tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire à Taïwan, là. Ouais, exact. Bah, à Taïwan, du coup, ça va être ça. Donc, on fait des contrats sur des scholarships. Donc, on va avoir on a la Tech School qui va commencer dans un mois, ou dans 2 semaines, un mois à peu près. Et donc, ça, c'est une formation de 100 heures développeurs sur Bitcoin pour débutants. À l'université de Taïwan. Exactement. Okay. Donc, elle est internationale. On aura des cours à l'université de Taïwan, des cours à Lugano. Il y aura énormément d'étudiants de Taïwan qui vont s'y joindre. Et après, par contre, pour l'année prochaine, on prépare un curriculum spécialisé pour eux. Donc, à la fois, en fait... Donc, bientôt, on pourra faire un master en Bitcoin. Absolument. De toute façon, il y aura les masters en Bitcoin. Et même notre idée, c'est qu'un jour, tu pourras faire ton bachelor et ton master. Il y a tellement à apprendre que vraiment, tu termineras... jusqu'au PhD. Docteur en Bitcoin. Mais en fait, c'est exactement ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un PhD Bitcoin, ça n'existe pas trop, tu vois. Et même si Plan B voudrait le créer, on pourrait pas trop. Par contre, en faisant ces partenariats avec Don Bosco au Salvador, Taipen à Taïwan, Suzy ici à Lugano, en fait, désormais, vous pouvez faire un PhD en Bitcoin. Parce qu'on peut trouver des liens entre votre université et ces 5-6 universités qu'on a pour qu'ils acceptent. Vous pouvez littéralement, les gens de cette université qui vont apprendre Bitcoin avec notre contenu vont pouvoir faire des PhD. Et donc, en fait, on peut vraiment essayer de pousser la recherche, pousser l'entrepreneuriat, ce qui est finalement le but à la fin pour préparer ce qui, je pense, va arriver en 2030, un bon gros changement dans notre système, quoi. Ouais, super. Bah, sur ces belles paroles, Roxy, je te souhaite tout le meilleur pour Plan B. J'espère qu'on pourra se rechoper pour une interview d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. Bah, et puis, all the best. Bah, merci beaucoup. Et puis, GG m'a aidé dans le passé. Et c'est un peu... c'est toujours trop cool, tu vois, de voir tous les gens qui ont contribué à découvrir Bitcoin depuis le début. Jamais je serai ici, ou l'équipe, ou même Plan B en serait là, sans vous tous. Alors oui, Tether et Fulgur vont me permettre de grossir, mais ça aurait jamais été possible sans vous. Donc, merci beaucoup à toute la communauté francophone. Super. Merci les gars. Salut.